Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition. Nous sommes le mercredi 22 février et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Où en est-on des négociations avec l'Union européenne? Des négociations qui ont débuté il y a 8 ans. Eh bien, pour répondre à cette question, nous serons avec le haut-commissaire aux affaires européennes, Isabelle Costa. Monaco-Leverkusen, nous vous proposerons d'écouter les réactions d'avant-match à moins de 24 heures du coup d'envoi du match retour des 16e de finale de la Ligue Europa. Une exposition photo du célèbre reporter de guerre Nick Danziger est organisée dans les locaux de la Croix-Rouge et consacrée à la situation des personnes âgées en Arménie. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du scoutisme, focus sur les guides et scouts de Monaco avec notre invitée Marie-Hélène Gamba. Et nous vous proposerons pour finir de découvrir la profession de conseil en images. Une agence conseil a ouvert récemment dans le centre commercial de Fontvieille. Vous le verrez, ça va au-delà du relooking. Monaco et l'Union européenne sont en pleine négociation en vue d'un accord d'association. L'objectif de cet accord est de permettre à la principauté et à tous ses acteurs économiques de participer au marché intérieur européen qui représente pas moins de 500 millions de consommateurs. Pour développer ce sujet, recevons le haut-commissaire aux affaires européennes. Voici l'entretien d'Isabelle Costa. Isabelle Costa, bonsoir. Bonsoir Fabien. Cela fait 8 ans que nous sommes en négociation avec l'Union européenne. Alors entre-temps, il y a eu le Brexit et la crise sanitaire. Où en est-on concrètement de ces négociations ? Alors écoutez, oui, on a ouvert ces négociations en 2015 et c'est vrai que l'année 2023 est une année décisive. La Commission européenne a annoncé en juin 2022 qu'elle souhaitait finaliser ces négociations à la fin de l'année 2023. Donc c'est un accord d'association qui porte sur l'ensemble des secteurs du marché intérieur. Donc c'est une négociation qui prend du temps, qui prend nécessairement du temps. Et donc les 8 ans n'ont pas été inutiles pour approfondir et examiner l'ensemble des points que nous devons envisager dans le cadre de cet accord d'association. Monaco s'est aussi construit toujours avec des cadres de coopération avec ses grands voisins et donc il me semble aussi naturel d'accepter la proposition de l'Union européenne, de discuter avec elle pour pouvoir envisager ce cadre commun de relations avec notre principal partenaire économique et notre principal partenaire politique. Ça peut parfois inquiéter, mais on est d'accord que ce n'est pas un accord à tout prix. On peut comprendre les craintes, les peurs qui peuvent s'exprimer. On citera peut-être un président américain qui a dit il ne faut pas négocier avec nos peurs, mais il ne faut pas avoir peur de négocier. Donc c'est ce que nous faisons. L'Union européenne a souhaité conclure un accord avec Andorre, Monaco et Saint-Marin, puisque avec ces 3 pays de petite dimension territoriale, il n'y avait pas de cadre stable, politique, économique et juridique commun avec ces 3 petits pays qui sont pourtant totalement insérés dans le territoire européen. On peut parler de préservation de certaines spécificités monégasques, et si oui, quelles sont-elles ? Il y a bien sûr le logement, la priorité nationale et puis le régime d'autorisation pour l'installation des personnes physiques et des opérateurs économiques. Puisque la sécurité est un point important de l'attractivité de Monaco et donc nous souhaitons à tout prix le défendre et donc pouvoir développer un cadre économique de confiance avec des gens de confiance. On essaye de s'assurer de leur bonne moralité. Et d'ailleurs, c'est un point qui a été souligné et qui a été salué par différentes organisations internationales et notamment dernièrement Moneyval. Alors aboutir à des accords de négociation, ça a des intérêts. Quels seraient les points positifs pour Monaco d'aboutir à cet accord ? L'Union européenne est une construction juridique. Elle s'est imposée, elle a imposé ses normes aussi dans l'ensemble des activités économiques, que ce soit le transport, l'environnement. De plus en plus, on se trouve parfois en difficulté parce que nos conventions bilatérales aussi avec la France ne suffisent pas pour pouvoir exporter nos services et nos marchandises aussi avec l'Union européenne. Alors le ministre d'État a annoncé que le gouvernement a fait conduire une étude prospective dans le cas d'un non-accord. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'objectif est d'évaluer les conséquences d'un non-accord. Quelle serait la situation de Monaco dans le cadre d'un non-accord? Donc,
sur le plan économique, sur le plan juridique aussi. On voit de plus en plus qu'il y a des complications avec la numérisation de l'économie. On n'a pas accès aux bonnes bases de données, on ne peut pas échanger nos données, on a besoin d'une reconnaissance du niveau de protection adéquat des données personnelles. Enfin, tout un ensemble de normes qui a été fixé par l'Union européenne et donc nous avons besoin de ce cadre-là. Il faut envisager les difficultés qui seraient celles de la Principauté de Monaco à 10-20 ans en l'absence d'un accord d'association. Et quelles seraient justement ces contraintes ou quelles seraient les conséquences d'un accord? Alors, c'est tout l'objet de l'étude. On n'a pas encore le résultat de cette étude. Alors, le résultat de l'étude sera... De ce que ça pourrait alors, on a déjà des idées, des entretiens ont commencé à être menés et les résultats de l'étude seront connus à la fin du mois de mai. Quelles sont les relations avec le Conseil national concernant cet accord de négociation? Depuis l'ouverture des négociations, le Conseil national est tenu vraiment très régulièrement informé de l'avancée des négociations. Et donc là, avec la nouvelle Assemblée, elle continuera évidemment d'être informée étroitement. À deux niveaux. Donc il y a un comité restreint qui est organisé avec un certain nombre d'élus, où le niveau d'information est assez important et l'équipe de négociation du gouvernement rencontre donc ce comité restreint entre chaque session de négociation. Et donc nous informons le Conseil national de l'état des discussions précédentes et de l'ordre du jour de la session suivante. Et puis ensuite, il y a aussi des sessions d'information un peu plus générales avec l'ensemble des élus. Et la France dans tout ça, parce qu'il y a des conventions bilatérales avec la France, on a besoin de l'accord de la France ou pas? Et qu'est-ce qu'en pense la France de ces accords? C'est vrai que depuis un peu plus de 150 ans, notre système conventionnel et nos rapports d'amitié et de coopération avec la France ont maintenu, organisé la prospérité de Monaco. Aujourd'hui, les relations bilatérales sont essentiellement basées sur un système de convention qui date des années 60. Mais la France aujourd'hui n'est plus la France du général de Gaulle. Et la France a transféré une partie de ses compétences à l'Union européenne. Et donc, elle n'est plus en capacité de pouvoir régler nos problèmes ou régler nos relations commerciales, par exemple en matière de transport ou d'autres questions importantes, questions de vie de tous les jours. C'est pour ça qu'elle nous accompagne aussi dans ce processus avec l'Union européenne. Nous avons fait tout ce travail d'examen des conventions bilatérales pour examiner celles qui sont encore tout à fait pertinentes et qui doivent être maintenues dans le cadre de l'accord d'association, celles qui sont peut-être frappées un peu d'obsolescence et qui doivent évoluer. Et nous avons aussi entrepris une réflexion pour conclure de nouvelles conventions bilatérales, notamment, par exemple, pour reprendre le droit français pour s'économiser un petit peu de reprise de l'acquis européen qui peut être volumineux dans certains domaines très spécifiques. Nous avons des réunions très régulières avec les autorités françaises au niveau des différents ministres, au niveau des ambassades, des représentations permanentes aussi à Bruxelles et des niveaux techniques aussi avec un dialogue interministériel pour examiner l'ensemble de ces conventions bilatérales. Isabelle Costa, merci et bonne fête, puisque nous célébrons la Saint-Isabelle aujourd'hui. Merci beaucoup. Et sachez qu'Isabelle Costa accompagnera le ministre d'État la semaine prochaine en Andorre à l'invitation du chef du gouvernement andorran. Et parmi les dossiers qui seront abordés, les relations bilatérales et les négociations européennes. 3-2 en faveur de Monaco. Voici le score du match aller lorsque l'ASM FC s'est déplacé à Leverkusen la semaine dernière. Eh bien, le match retour de ces 16e de finale de la Ligue Europa se déroulera ce jeudi au Stade Louis II à 18h45. Une conférence de presse a été organisée cet après-midi. Voici quelques extraits concernant les enjeux de la rencontre. Je pense que ce qu'il faudra faire, c'est ce qu'on fait depuis pas mal de semaines maintenant, c'est-à-dire jouer notre football tout simplement, presser comme on sait le faire et ne pas se prendre la tête. Et ce qu'il ne faut pas faire, je dirais, c'est de trop laisser place au doute. Mais bon,
J'ai envie de dire que si on fait bien notre travail, il n'y aura pas de doute qui sera installé. On doit jouer pour gagner ce match. Quand tu calcules trop, tu arrêtes de jouer. Et nous ne sommes pas bien quand on fait des choses comme ça. Ce n'est pas notre style de jeu. C'est à cause de ça aussi que nous avons marqué si beaucoup de matchs consécutifs. Ouais, ça sont les automatismes de l'équipe maintenant. Et c'est très dangereux de tout changer. On peut changer système. On l'a fait les derniers mois. Qu'on peut jouer les 2 ou 3 systèmes, ça on peut faire, mais la philosophie de jeu, ça reste la même chose. Monaco-Leverkusen, ce jeudi 18h45 au Stade Louis II. Et ce dimanche, toujours au Stade Louis II, le derby du Sud-Est. Monaco reçoit Nice pour la 25e journée de Ligue 1. En basket, la Roca Team se déplace vendredi à Barcelone en Euroleague, un match important. Ce sont 2 équipes du haut de classement. La rencontre est à suivre en direct sur Monaco Info ce vendredi à 20h45. Une exposition à présent à visiter au siège de la Croix-Rouge monégasque. Anaïs Riu va vous faire découvrir le travail du photographe Nick Danziger sur les situations des personnes du 3e âge dans un pays d'Asie occidentale. Elles sont plus de 4000 en détresse et 200 en urgence absolue. Les personnes âgées vivant en Arménie sont aujourd'hui les grands oubliés de leur gouvernement. Une situation critique que le photographe Nick Danziger a souhaité mettre en lumière après son expérience sur le terrain. Aujourd'hui, les retraités n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter les médicaments qu'il leur faut, à manger, payer les factures comme l'électricité et en plus le loyer. Ils doivent faire des choix, qui veut dire qu'il y a des personnes âgées, d'ailleurs dans ces photographies, qui vivent par exemple dans leurs appartements sans électricité. Mes photos, c'est un peu un cri, un cri aux gens de s'intéresser et peut-être de les aider. Depuis 2016, la Croix-Rouge monégasque vient en aide aux personnes vulnérables et isolées en Arménie afin d'améliorer leur qualité de vie. En partenariat avec la Croix-Rouge suisse, elles soutiennent la Croix-Rouge arménienne dans la mise en œuvre d'une aide sociale et de soins médicaux à domicile. J'y vais presque chaque année et je crois que j'ai vu une énorme évolution entre les personnes que j'ai visitées la première fois que j'ai été en 2016, où là le service de soins à domicile était vraiment à ses prémices, à ses ébauches. Donc là, on était dans des situations vraiment de grande vulnérabilité avec des personnes qui n'avaient pas de visite, qui n'avaient pas de soins, qui restaient chez elles pendant des heures sans contact, je pourrais dire. Et puis maintenant, quand j'y retourne, en voyant tout ce qui a été mis en place, on retrouve le sourire, en tout cas des personnes âgées, et ça c'est vraiment très très positif. Pour sa nouvelle édition, le salon organisé par l'Association internationale des arts plastiques de Monaco, en partenariat avec l'UNESCO, a sélectionné des artistes venant du pays en question. Une évidence donc pour le comité de joindre ce reportage. J'ai eu l'idée de demander à la Croix-Rouge monégasque et à ses responsables la possibilité d'exposer les autres photos, toute la série ici. Et puis d'insister auprès des visiteurs qui viendraient pour dire que ces photos sont à vendre pour le fonds, pour alimenter le fonds qui a été créé par la Croix-Rouge monégasque pour aider l'Arménie et pour aider les personnes âgées isolées en Arménie. L'exposition est à retrouver gratuitement au siège de la Croix-Rouge monégasque jusqu'au 24 février prochain. En marge de cette exposition, le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques vous invite à découvrir les œuvres de 6 jeunes artistes arméniennes dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier jusqu'à vendredi. Le 22 février est synonyme de Journée mondiale du scoutisme. Ce mouvement a été créé en 1907 en Angleterre. Aujourd'hui, le scoutisme compte plus de 50 millions de membres de toutes les religions et de toutes les nationalités. Qu'en est-il de Monaco ? Eh bien, nous sommes avec la présidente de l'association des guides et scouts de Monaco, Marie-Hélène Gamba. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Comme je viens de le dire, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale du scoutisme. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée ? C'est nous rappeler qu'il y a plus de 100 ans, Baden-Powell a eu l'inspiration de mobiliser des jeunes autour de leur éducation et d'en faire les acteurs de leur éducation. Alors, ils ont commencé en 1907, ils étaient 12. Aujourd'hui, on arrive à 54 millions. 54 millions, oui, quand de scouts dans le monde entier. Oui, de 217 pays et territoires, je crois. Si on rentre dans le détail. Oui. C'est l'occasion pour nous d'en découvrir plus sur les scouts de Monaco. Parlez-moi de votre mouvement de jeunes. Quel âge ont-ils ? Combien sont-ils ?
Cette année, on a bénéficié d'un beau recrutement. Après la pandémie, beaucoup de jeunes ont décidé de revenir vers les activités de plein air, du scoutisme. Et on dépasse la centaine de jeunes. Ils sont 5 branches, donc on peut commencer à 6 ans avec l'aide des parents. Et puis voilà, ça peut durer toute une vie. Et oui, la preuve voilà, avec vous. Y a pas de... Voilà, c'est ça. J'ai pu suivre il y a quelques semaines une opération organisée par les scouts de Monaco pour offrir à Noël un repas préparé par des chefs au profit de 100 domiciles fixes à Nice. Quelles sont les opérations spéciales comme ça menées par les scouts tout au long de l'année ? Le calendrier évolue en fonction de l'observation des scouts. La maîtrise réunit les scouts et évalue avec eux les projets caritatifs qu'ils ont envie de mener à bien. Le grand chef pour tous, c'est vraiment une idée des pionniers en disant pourquoi est-ce que les personnes qui sont sans abri n'ont pas un repas de Noël digne de ce nom. Et c'est comme ça que c'est parti. Et maintenant, on en est presque à la 10e édition. Ensuite, on aime beaucoup travailler sur différentes opérations. La prochaine en date, ça sera Mona Collect, qui donne beaucoup de sens à tout ce qui est tri, récupération. Et voilà, et je pense qu'on est tous en train de commencer à vivre comme ça, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Là, on parle donc d'opérations spéciales, mais les scouts se retrouvent régulièrement et ont régulièrement des activités, j'imagine. Il faut comprendre que dans le scoutisme, les jeunes sont vraiment acteurs de leurs activités. On les implique dans leur programme. Et la base, c'est un week-end campé par mois. Et puis bien sûr, le grand camp d'été. Et cet été, ça va être un super camp, un jamboree. Donc jamboree, ça veut dire Rassemblement international à Casterino. Donc un grand moment pour l'association, puisque l'association marquera également 100 ans à son tour. Et quelle est l'âme du scoutisme? Parce que vous êtes au service et à l'écoute des autres. Quelle est l'âme de ce mouvement? L'âme, c'est quelque chose, je dirais, qui se décline un peu suivant la personnalité de chacun. Mais les bases, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec les autres, avec le soutien des adultes. On apprend à vivre dans la nature. On apprend également à progresser personnellement. Tout ça fait que, guidés par la loi et la promesse, on devient des citoyens du monde engagés dans la communauté. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe dans le monde, en fait. Et quelle est la part de la religion, ou plutôt l'importance de la religion chez les scouts de Monaco? À Monaco, elle revêt une importance toute particulière, puisque la religion catholique est religion d'État. Nous accueillons tous les jeunes, quelle que soit leur religion, et nous les accompagnons dans un chemin spirituel intérieur, de façon à ce que peut-être un jour ils arrivent à devenir des catholiques, à se baptiser. On a des jeunes qui ne sont pas baptisés et qui parfois font le vœu, une fois qu'ils ont rencontré le scoutisme à Monaco, de se faire baptiser. Je le rappelle, ce mercredi, donc, nous célébrons la journée mondiale du scoutisme. Marie-Hélène Gamba, merci. Merci Fabien. Direction le centre commercial de Fontvieille où s'est développée une nouvelle agence spécialisée dans le conseil en images. Alors en quoi consiste cette activité récente? Pourquoi est-ce si tendance aujourd'hui? Élément de réponse avec Vanessa Dessy sur des images de Marie-Ève Béé. L'activité est plutôt tendance. L'agence de conseil en images aide les clients à développer une image plus positive. Le but étant de fournir des conseils pratiques et des stratégies personnalisées sur la façon d'améliorer sa présentation. Mais le concept n'a rien à voir avec du relooking. Le relooking, c'est un changement bref. C'est une mise en lumière qui est temporaire et qui ne prend pas en compte la personnalité. Alors que le conseil en images, c'est plus ciblé sur la personnalité, sur le bien-être, pour gagner en confiance et se révéler. Il y a un côté psychologique parce qu'on a tendance à avoir des croyances limitantes, d'avoir une image beaucoup plus dure avec soi-même, alors que le but est juste de mettre en lumière ses atouts et de camoufler ses complexes. L'agence de conseil en images repose sur plusieurs facteurs. Cette dernière est capable de proposer des services qui répondent aux attentes des clients. L'évaluation de l'image personnelle, le conseil en matière de vêtements, de maquillage, de coiffure ou de comportement sont au programme de cette prise en main. C'est une discussion d'1 heure où ça me permet de discuter avec la cliente, de savoir ce qu'elle recherche,
ce dont elle a besoin et d'identifier vraiment les points clés de sa personnalité. Il faut prendre en compte qu'elle a été malade, qu'elle a eu des enfants, qu'elle a une déception amoureuse, qu'elle n'est pas bien dans son travail. Identifier vraiment le problème. Une fois que c'est identifié, on passe par la phase de la colorimétrie. La colorimétrie qui justement a pour but de faire découvrir à la cliente la palette magique, c'est-à-dire celle qui va pouvoir révéler sa personnalité et mettre en lumière son visage. La deuxième partie, c'est l'étude morphologie, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte qu'on a 8 têtes sur notre corps, de la tête aux pieds. Donc ça veut dire que s'il y a des complexes, c'est qu'il y a des parties qui sont en déséquilibre. Une fois qu'on a déterminé la morphologie, on détermine le style vestimentaire. C'est-à-dire une personne peut avoir un style actuel, sophistiqué, femme-enfant. Voilà, il y en a plusieurs, donc il faut l'identifier. Une fois que c'est identifié, on fait un accompagnement shopping. Subtil Monaco, c'est aussi l'organisation d'intérieur, une prestation qui va bien au-delà d'un simple rangement de maison. Désencombrer son habitat, c'est vraisemblablement un changement de vie. Un point sur la météo avec Frédéric Hélion avant de refermer ce journal. Bonsoir Frédéric. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour demain ? Bonsoir Fabien, non, malheureusement pas d'amélioration de prévu, un temps couvert avec beaucoup de nuages dans le ciel. Le soleil fera de brèves apparitions, côté thermomètre il fera 8 degrés le matin et 12 l'après-midi. Jeudi 23 février ce sera à la Saint-Lazare. Merci Frédéric. Ce jeudi soir, nous en avons parlé, Monaco reçoit le club allemand de Leverkusen en 16e de finale de la Ligue Europa. Eh bien, les photos du jour sont issues de nos archives en 2017 lorsque l'ASM-FC recevait Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sont des photos de Manuel Vitali. Et pour la petite histoire, l'ASM-FC l'avait emporté pour aller jusqu'en demi-finale. C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez demain Émilie Rousseau pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée. Portez-vous bien. Au revoir.